dans Mémoire d'éléphant, à la découverte du savoir étudiant sous l'œil d'un pachyderme bienveillant. Et bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue pour cette nouvelle émission, dernière émission de l'année, émission de Noël, mais émission sérieuse tout de même, parce qu'on va faire du droit, figurez-vous, aujourd'hui. En tout cas, on va parler droit aujourd'hui pendant 1h30. Et je ne vais point m'appesantir dans des élucubrations bizarres, alors qu'on a déjà un follow, quelqu'un qui nous a follow pendant qu'on n'était pas là. Merci, je ne vois pas qui c'est, merci à toi. Tout de suite, alors, pour parler de désobéissance civile avec nous, Tony et Toby. Toby Cohen qui a écrit un mémoire intitulé, je vais retrouver le titre tout de suite, excusez-moi. Est-ce que tu peux nous mettre tout le monde, s'il te plaît aussi Donc Tony et Toby qui sont avec moi sur ce plateau virtuel, bien évidemment. Ils sont là, voilà, magnifique. Bienvenue Toby, bienvenue Tony. Salut à tous. Bonjour. Et donc du coup, le nom de ton mémoire, vu que je ne le retrouve pas, acide désobéissance civile et droit privé, tout un programme. Déjà, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et d'être venu ici aujourd'hui, Toby. Et cool. Et tout de suite, peut-être, comment on commence ? On commence. Ah, il y a du son. Hein. On commence, peut-être, comme d'habitude, par parler un peu du contexte dans lequel tu as fait ce mémoire. Donc, c'est un mémoire de droit. Et donc, tu l'as fait lors d'un Master 2 de droit. Alors, nous, ce qu'on voulait un peu savoir avec Tony, c'est comment ça se passait, les études de droit. Peut-être, est-ce que tu peux nous raconter un peu déjà ton parcours ? Tu as fait une licence, un master. Comment ça se passe en droit déjà ? Alors, au départ, moi, j'ai commencé mon parcours universitaire par une prépa Hippocagne. Elle a fermé en milieu d'année. Je vous passe des détails. Et donc, du coup, je me suis réorienté en première année de droit public et sciences politiques à l'Institut catholique de Paris au départ. Donc, j'ai eu ma licence là-bas. Et ensuite, je suis venu à Nantes faire mes études de cycle secondaire. J'ai d'abord commencé par un master 1 de droit privé général que j'ai foiré avant de me réorienter en master 1 de propriété intellectuelle que j'ai réussi. Et ensuite, j'ai été admis en master 2 de droit privé général, du coup, à la suite, dans le cadre duquel j'ai fait ce mémoire. Et là, plus récemment, j'ai passé pour la deuxième fois l'examen d'entrée au CRFPA, l'examen pour intégrer la formation d'avocat, pour devenir avocat, du coup, et que j'ai réussi récemment, du coup, donc c'est cool, je vais pouvoir être avocat. Enfin, là, pour l'instant, je suis élève avocat, du coup. Ok, trop bien. Bravo déjà, pouvoir passer le barreau, comme on dit dans le milieu, ça, non ? C'est ça, exactement. Ok. Et justement, on se posait des questions un peu avec Tony. Comment ça se passe ? Donc, du coup, là, tu rentres dans une école. Quand on veut devenir avocat, on doit donc, à la fin quand on est bac plus 5, passer à un espèce de concours d'entrée à cette école-là, le CRPA, comme tu l'appelais. Ouais. Et ensuite, tu rentres dans une école pour combien de temps ? Et dans combien de temps, en gros, tu es avocat officiellement ? Alors, du coup, l'examen d'entrée au CRFPA, le Centre régional de formation professionnelle des avocats, c'est un examen que tu peux passer à bac plus 4 avec du coup un master 1. C'est ce que j'avais fait l'année dernière, je l'avais complètement foiré. Et je l'ai retenté cette année à bac plus 5. Cette fois, c'est passé. Et si tu l'obtiens, donc tu as des examens écrits, et si tu es admissible aux écrits, tu passes un oral. Et si tu es admis à l'oral, du coup, tu intègres la formation d'avocat qui dure 1 an et demi, à 6 mois d'école et 1 an de stage, de 2 stages de 6 mois chacun. Un qui est pas en cabinet d'avocat, qui peut être dans n'importe quelle structure, une entreprise, une juridiction, une association, dès lors qu'il y a un lien à peu près concret avec le droit, et un stage en cabinet d'avocat par lequel tu dois terminer du coup ta formation avant de pouvoir prêter serment et exercer la profession d'avocat, du coup.
OK. Et l'autre dernière question que je me posais, après Tony, je te laisserai, en poser aussi si tu veux. Je me posais la question, moi, je me demandais si tu passes pas, enfin, quelles sont les autres possibilités une fois que tu as un bac+5, tu as un master 2 de droit? Alors je suppose qu'il y a de la recherche, mais est-ce qu'il y a d'autres choses, genre, juriste, des choses comme ça? À quoi ça correspond toutes ces Bah, appellations-là? après, quand enfin, il me semble que quand tu décroches, quand tu as un master 2, tu as officiellement la qualification de juriste, du coup. Et derrière, donc du coup, quand tu as la qualification de juriste, tu peux, enfin, j'allais dire, postuler dans n'importe quelle structure qui aurait besoin de conseils juridiques, quoi, et de bosser avec Travailler eux. dans le privé, quoi. C'est ça, travailler dans le privé, ou même dans une administration publique. Oui. Et sinon, à l'issue d'un master 2, tu peux, ouais, comme tu as dit, t'orienter vers la recherche, c'est-à-dire entamer une thèse en vue d'obtenir un doctorat. Moi, il y en a un dans ma promotion de cette année qui s'est orienté sur cette voie-là, mais moi, j'en avais pas envie. OK. Tu t'es arrêté à ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, le concours là du barreau, dont tu parlais, c'est quelque chose qui est quand même assez restreint, par an, il y a un Bah, nombre limité de personnes qui sont admises? Alors, ouais, alors du coup, justement, officiellement, c'est un examen parce que tu dois avoir juste une certaine note pour être admis enfin, pour être admissible d'abord et admis, c'est-à-dire 10 de moyenne aux écrits et ensuite 10 de moyenne sur les écrits et les oraux. Sauf que du coup, ouais, comme tu as pu le deviner, il me semble qu'il y a un numerus clausus en gros, parce que il y a beaucoup d'avocats en France, et, enfin, il y en a de plus en plus, et du coup, enfin, ils font des commissions de correction, en gros, qui modulent les notes de façon à respecter ce numerus clausus. Tu passes l'examen dans un IEJ, dans un institut d'études judiciaires. Il y en a dans chacune des facultés de droit en France. Moi, je l'ai passé à Nantes. Et selon l'IEJ, il y a tant de places, en gros, tant de places disponibles, quoi. Et donc, du coup, voilà. C'est à peu près combien, par an? Franchement, j'en ai pas grande idée. Je peux te Ouais. donner une proportion approximative. Tu as une chance sur 4 d'être admissible, donc de réussir les écrits, en gros. Et à l'oral, c'est une proportion beaucoup plus grande. Tu as 8 chances sur 10 d'être admis. En gros. Ouais, une Genre, fois que tu as passé l'écrit, tu as fait plusieurs, quoi. C'est ça, exactement. Enfin, l'oral, c'est pas une partie de plaisir, mais les écrits, c'est là où il y a le plus gros écrémage, quoi. Oui, parce que D'accord. tu nous as quand même dit, juste avant que tu avais quand même passé l'oral le plus stressant, de ta vie, en moins d'un Bah, mois, donc c'est quand même un truc, quoi. ouais, parce que genre en vrai, déjà parce que le contexte était stressant, t'es examiné par un jury de 3 personnes, un juge, un avocat, un prof, et la matière dans laquelle tu le passes, l'oral, c'est un oral de droit et libertés fondamentaux, et c'est une matière particulière dans la mesure où c'est une matière infini, quoi. Enfin, c'est hyper large. Tu peux tomber sur des sujets hyper divers et variés. Tu as un exposé d'1 quart d'heure à faire et derrière une demi-heure d'entretien où les mecs ou les meufs du reste, parce que moi, il y en avait 2 meufs et un mec dans mon jury, plus que évaluer ton niveau de connaissance, c'est quasi un entretien d'embauche. Essaye d'évaluer, en gros, de savoir si tu es digne d'être avocat, quoi. En gros, si tu mérites de rejoindre la profession, quoi. Et donc du coup, voilà, c'était pour ça que je disais que c'était un peu stressant, quoi. C'est-à-dire que genre, quand aux écrits, on te demande vraiment d'avoir un socle de connaissances juridiques hyper solide et de les ingurgiter et du coup de les balancer, enfin après avec une méthodologie spéciale bien sûr, et donc du coup t'es pas jugé. Là, à l'oral, tu peux être un excellent juriste si les mecs ou les meufs et avoir fait par exemple un très bon exposé, un bon entretien, si les mecs par exemple ils ont pas aimé ta gueule, parfois ils hésitent pas à te mettre 2 ou 3, quoi, pour bien faire en sorte que tu sois pas avocat, quoi. OK. Ok. Et ben, je propose de revenir un peu sur le mémoire. Je sais pas si finalement c'est quelque chose de si différent, le travail de mémoire que tu as fait, le mémoire qu'on va présenter aujourd'hui, c'est très différent de cette démarche, de l'examen écrit par exemple que tu as fait, Ouais, c'est vraiment différent. En gros, c'est différent parce que genre
L'examen écrit, alors déjà on va couper court à tout truc. Certes, j'ai bossé pour le barreau et tout ça, mais bon, la notion de méritocratie aujourd'hui pour les avocats, il y en a pas énormément dans la mesure où il y a un gros développement des prépas privées qui coûtent très cher. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir en souscrire une du coup cet été, et donc ça te fournissait un service vraiment optimal quoi pour réviser le barreau. Ça te fournissait du coup des fascicules de cours, des cours chaque jour animés. Donc là, confinement oblige, enfin restrictions sanitaires oblige en visio, mais du coup voilà tout un service qui t'encadre et qui t'accompagne jusqu'au barreau. Là où certains, par exemple, qui n'ont pas les moyens de se payer ça, galèrent beaucoup plus, évidemment. Et donc, du coup, tu es très encadré. Tu as, en gros, entre guillemets, qu'à apprendre tes cours et apprendre la méthode de consultation juridique. C'est les épreuves de droit qui sont soumises au barreau, c'est-à-dire consultation juridique, c'est vraiment, en gros, gneu à un problème. Il vous explique le problème. Est-ce que vous pouvez répondre est-ce que vous pouvez aider gneu, quoi, tu vois, genre, Ouais, ok. et alors que le mémoire, en revanche, là, tu as un sujet qu'on te file ou alors que tu proposes au départ. Et là, c'est à toi le travail de recherche, en gros, c'est-à-dire aller chercher les ressources, en gros. Là où, dans la préparation du barreau, on te filait toutes les ressources, c'est-à-dire tous les cours dans les différentes matières que tu devais passer, en droit des obligations, en droit civil, en procédure civile. Dans le cadre du mémoire, tu dois toi-même aller chercher tes ressources et construire un raisonnement selon les ressources que tu as trouvées et selon, évidemment, l'idée au départ que tu te fais du sujet, ou alors de manière à évacuer certaines fausses idées que tu pouvais te faire du sujet au départ. Ok. Ok. Donc, en gros, tu es beaucoup plus, dans le cadre de la préparation d'un mémoire, tu es beaucoup plus livré à toi-même, en gros, que dans le cadre de la préparation d'un examen écrit où tu dois ingurgiter des connaissances disponibles et qu'on te demandera de restituer le jour de l'examen, encore une fois selon une méthodologie particulière, mais voilà, genre. Ok. Et justement, alors on peut peut-être un peu plus aller vers la recherche. Qu'est-ce que ça pourrait être la recherche en droit, et qu'est-ce que ça pourrait être la recherche en droit, etc. Et on se rendait compte aussi, et notamment à travers ton travail, qu'il y avait pas mal de liens en fait entre la philo et le droit, et notamment dans des travaux de recherche et d'études. Alors toi, tu introduis tes notions, on les expliquera peut-être juste après. Peut-être tu pourras expliquer une notion de philo que tu utilises sur la désobéissance civile. Mais quelle est la place de ce... Alors c'est une question ultra générale, mais en tout cas, comment on t'en parle dans tes études de la place de la philo dans le droit, par exemple? C'est une question que j'adore parce que, à mon sens, on n'en parle pas des masses. L'image, enfin, moi, mon ressenti des études de droit, en gros, c'est de dire que, à quelques rares exceptions près, les études de droit sont hyper limitées au droit. Et en gros, à peu près comme ont beaucoup de mal à faire le lien, ou alors, je sais pas si c'est beaucoup de mal, c'est-à-dire c'est une difficulté réelle, ou alors une volonté académique ou politique de pas trop faire le lien entre le droit et d'autres disciplines. C'est un peu comme en école de commerce où, par exemple, en école de commerce, tu vas appréhender des disciplines hyper pratiques, je sais pas, le business, les finances, la comptabilité et tout ça, sans faire le lien éventuellement avec d'autres disciplines académiques, je sais pas, je dis n'importe quoi, comme la science politique ou la philo, tu vois. Et donc, du coup, en fac de droit, l'enseignement en fac de droit se limite très souvent qu'à l'étude du droit positif. Le droit positif, en gros, c'est le droit qui est en vigueur, qui est applicable à un moment donné et dans un endroit donné. Donc, en gros, voilà, par exemple, je sais pas, en France, le code pénal, le code civil, le code de la consommation, le code de la propriété intellectuelle, c'est le droit positif. C'est le droit applicable qui est en vigueur et qui s'applique pour régir les rapports sociaux concernés par ces différents domaines du droit. Et donc, du coup, moi, je trouve ça vraiment dommage dans la mesure où l'objet droit, il est étudié par les étudiants en droit que indépendamment de tout ce qui se passe ailleurs, quoi. Et c'est donc de ce qui se passe ailleurs sans faire comprendre vraiment aux étudiants
l'impact que leur travail, que le travail de juriste, que le travail du droit a sur le reste de la société, parce que le droit gouverne la société, quoi. Tout est régi par le droit. Là, exemple typique, tu vois, genre là, par exemple, vous faites votre live sur Twitch parce que Facebook, parce que Twitch est plus facile, mais aussi éventuellement parce que Facebook a tendance à beaucoup plus facilement ban et restreindre les diffusions live dans différentes matières, que ce soit en matière musicale, en matière journalistique, tu vois, je dis n'importe quoi. Et donc, du coup, en fac de droit, on t'apprend ce qu'est la règle de droit et le fait de pas faire de lien avec d'autres disciplines académiques comme la philosophie, comme la science politique, contribue à restreindre sérieusement, à mon avis, ton esprit critique. C'est-à-dire que ça contribue à pas avoir ce réflexe de systématiquement, pour moi, ça devrait être systématiquement, avoir ce réflexe systématique de remettre en cause le bien fondé des règles de droit qu'on t'apprend, quoi. Genre, on t'apprend la règle de droit, mais jamais on te fait dire est-ce que ça pourrait être autrement? Est-ce que parce que du coup, il y a ce truc un peu grisant quand tu commences le droit, qui est genre quand tu commences à piger comment ça marche, à lire un article de loi, à piger comment l'appliquer et tout ça, on te met ce cas pratique, du coup, Gneu est en galère, est-ce que vous pouvez l'aider? Et là, tout de suite, toi, dans ta tête, t'es là, ah bah ouais, je sais c'est quoi cet article, je sais c'est quel article qui s'applique à son cas et tout ça, c'est génial et tout, je vais avoir 15. Sauf que derrière, ça ôte, on reste dans une dimension hyper pratique du droit, sans permettre aux étudiants de, voilà, comme je t'ai dit, de développer leur esprit critique, et jamais dans une consultation juridique t'irais écrire alors ouais, cet article de loi peut être appliqué, mais en vrai, mec, ta situation est scandaleuse et et les choses devraient pas se passer du tout comme ça pour toi parce que les lois c'est de la merde en France. Non, tu vois, genre jamais. Non, mais c'est vraiment de l'application. Ce que tu veux nous dire, en fait, c'est que c'est vraiment de l'application. Enfin, il y a un côté un peu application bête et méchante de ce que va être le droit, quoi. Si on comprend bien. Un peu comme ça, quoi. Si je caricature un peu ce que tu as dit, mais c'est un peu. Ouais, c'est un peu les c'est deux. mon avis, tu vois, derrière. Alors évidemment, tu vois, genre, je dois avoir l'honnêteté intellectuelle de dire que je caricature un peu, que tu peux avoir dans certains cursus de droit des enseignements de sciences politiques, de philosophie juridique au départ. Moi, c'était mon cas, par exemple, en licence, parce que j'ai fait une licence de droit et sciences politiques. Mais par exemple, tu vois, genre dans une licence de pur droit, comme dans les facs parisiennes à Assas ou même à Nantes, ces enseignements-là sont très limités et l'étude du droit positif dans différentes matières, le droit constitutionnel, le droit civil, le droit pénal, se restreint à l'apprentissage de la méthode juridique et des règles de droit qui la fournissent et sur lesquelles cette méthode se construit, en gros. Et justement, alors toi, pendant ton mémoire, tu as choisi de t'ouvrir un peu à la philo, et c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure. Donc, tu as essayé dans ton introduction de prendre plusieurs points de vue philosophiques pour essayer de définir donc, ton sujet qui est la désobéissance civile. Nous, on s'était dit avec Tony, ce qui serait peut-être intéressant, c'est est-ce que tu voudrais nous donner, alors si tu les as en tête, alors on va pas faire il me semble que tu en donnes 4. Tu cites 4 auteurs sur lesquels tu t'appuies. Est-ce que tu pourrais nous présenter un auteur, la vision d'un auteur peut-être un peu plus en particulier pour définir, celui qui te semble le pertinent, en tout cas, pour définir un peu la désobéissance civile? Ouais, alors en gros, moi, au départ, j'ai donné, du coup, le point de vue de 3 auteurs, je crois, il me semble, Henri David Thoreau, John Rawls ensuite, et Robin Célicates. Robin Célicates, bref. Et moi, c'est la conception de la désobéissance civile par Robin Célicates qui m'intéresse le plus, dans la mesure où c'est celle qui est la moins restrictive, en gros. Et alors, évidemment, comment il l'a défini, justement? Lui, en gros, il l'a défini, c'est pour ça, par opposition à la définition qu'en a donnée John Rawls, qui s'est attaché à donner des critères vraiment précis pour qualifier tel mouvement de désobéissance civile. Robin Célicates, lui, il a relevé les insuffisances de cette définition et de ces critères par rapport aux nouvelles formes de contestation qui peuvent être par exemple plus radicales et plus violentes.
et surtout par rapport aux objets de ces contestations. C'est-à-dire que, par exemple, John Rawls, pour lui, la désobéissance civile s'élevait nécessairement contre une loi. L'objet juridique loi, alors que pour Robin Sélicates, c'est trop restrictif. Tu peux désobéir, par exemple, à une institution, à un projet, alors à tel fonctionnement de la société qui n'est pas nécessairement qui se matérialise pas nécessairement sous la forme d'une loi, tu vois, par exemple. Et surtout, Robin Sélicates, il n'exclut pas, a priori, il fait pas, par exemple, surtout de la non-violence, un caractère déterminant de la désobéissance civile. C'est-à-dire que du coup, notre société, dans l'imaginaire collectif, la désobéissance civile, elles se font, c'est Gandhi, c'est Martin Luther King, ce qui est le cas, hein, il n'est pas question de contester ça, mais c'est une définition que l'imaginaire collectif, en gros, s'identifie dans la mesure où des changements hyper importants dans la société sont advenus par ces mouvements, alors même qu'aucune forme de violence n'a été commise par les tenants de cette désobéissance, en gros. Or, Robin Sélicates, lui, exclut pas de facto la composante violence d'un pour caractériser la désobéissance civile, dans la mesure où déjà, il pose la question de la définition de la violence aussi. Qu'est-ce que la violence ? Est-ce que dans la violence on doit inclure l'atteinte au bien, tu vois, par exemple ? Est-ce que l'atteinte au bien doit être mise au même niveau que l'atteinte à l'intégrité physique des personnes ? Et dès lors, du coup, qu'est-ce qui permettrait en gros de justifier que un mouvement de désobéissance dans lesquels se produiraient des infractions d'atteinte au bien, des infractions pénales d'atteinte au bien, pourrait se voir disqualifié en tant que mouvement tenant de la désobéissance civile. Donc moi, c'est pour ça que j'ai bien aimé cette définition de la désobéissance civile, c'est qu'elle a été assez pratique quand même pour moi aussi, parce que ça m'a permis d'inclure dans mon raisonnement dans mon raisonnement des exemples et de les comparer aux différentes conceptions de la désobéissance civile, quand bien même ces exemples auraient une composante violente, et notamment le cas de la contestation radicale du projet d'aménagement de Notre-Dame-des-Landes, tu vois, de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, par exemple. Tu cites bien un quatrième, en fait, dans ton mémoire, tu commences vraiment à l'origine par John Locke, avec la question John plus Locke, générale ouais, voilà, de la résistance à l'oppression. Mais bon, voilà, ouais. c'est intéressant, tu fais un espèce de suivi historique, tu parles de John Locke, c'est un philosophe anglais du 18e, je dirais. Voilà, Ouais, c'est ça. où on voit l'idée émerger sur la question de la résistance à l'oppression et comment ça se transforme en désobéissance civile, et finalement comment au XXe siècle, John Rawls et Robin Sélicates, comme tu disais, ont proposé des conceptions philosophiques différentes qui vont déboucher sur du droit. Avant d'en arriver à ces conséquences pratiques, il y a une petite différence qu'on voulait faire, qui va nous être utile dans la discussion. C'est finalement la différence entre le droit, ce qu'on met souvent avec un D majuscule, et les droits, qui sont en fait deux choses qui se ressemblent, enfin qui sont homonymes, et qui pourtant justement, en termes de désobéissance civile, indiquent bien qu'ils peuvent s'opposer en fait. C'est un peu l'idée. Bien sûr. Alors, c'est marrant parce que genre là, posé comme ça, le droit et les droits, ça pourrait typiquement être un sujet de grand oral de liberté fondamentale, tu vois, par exemple. En vrai, ouais, parce que genre, c'est typiquement ce genre Sauf que de là, t'as truc un peu moins de 15 minutes. Non, mais bien sûr. Mais genre, c'est typiquement ce genre de distinction terminologique que les juristes adorent, mais qui l'adorent pas de manière arbitraire et de manière un peu superflue, quoi, parce que ça a une importance théorique et pratique énorme. La différence entre le droit et les droits, c'est que dans l'article définit au singulier, le droit, ça peut englober du coup le droit en tant que discipline et en tant que matière de sciences sociales, dont on pourrait donner la définition classique, je crois de Weber, un truc comme ça, qui dit que le droit est l'ensemble des règles qui régissent les rapports sociaux entre les individus. Et les droits,
c'est comment l'ensemble des justement la définition sur laquelle moi je me suis appuyé, l'ensemble de comment c'est toutes ces règles dont peuvent se prévaloir directement les gens, en clair. Toutes ces prérogatives, les droits fondamentaux. Donc c'est un corps de droit qui regroupe énormément de trucs. Hein, vous connaissez la liberté d'expression, le droit à la vie privée. Tu vois, je dis n'importe quoi, mais cet ensemble de prérogatives dont les gens sont titulaires de par leur appartenance en gros au genre humain. Du coup, c'est pour ça que du coup on parle c'est de là que vient l'expression les droits de l'homme, quoi. C'est-à-dire c'est toutes ces prérogatives que nos sociétés considèrent comme fondamentales et dont chacun peut théoriquement se prévaloir en tant qu'avantage dans la société. Est-ce qu'on enchaîne, Pierre, ou est-ce qu'on ferait une pause avant? Ouais, non, il est 26 là. Je pense que pour une fois, on va réussir à pas faire une pause à 30, mais à 25, enfin 26. Alors, pour introduire, donc, on va le voir dans la seconde partie. Tu as choisi donc du coup des exemples de désobéissance civile sur lesquels tu as travaillé. Ces exemples-là, il y a notamment des lanceurs, enfin des exemples qui sont basés sur des lanceurs d'alerte qu'on va traiter juste après, et aussi sur des questions d'aménagement de territoire. Et donc, c'est pour ça que tout à l'heure, tu évoquais la ZAD, et on en parlera dans une troisième partie. Donc, tout de suite, nous, on va faire une petite pause, et on vous met, vous, chers Twitchers, téléspectateurs de l'Internet, devant un petit documentaire qui va vous présenter, alors très rapidement, et on reviendra dessus, un peu qui est Antoine Delcourt. Antoine Delcourt, qui est donc un lanceur d'alerte qui a lancé les LuxLeaks. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était des fuites qui concernaient des entreprises qui faisaient un cabinet de conseil qui faisait de l'abaissement fiscal en fait au Luxembourg. Et, on vous met la petite vidéo, nous on fait une pause et on en parle tout de suite après. À tout de suite. Pour que je comprenne son histoire, Antoine m'emmène au Luxembourg. Nous reprenons la route qu'il empruntait tous les jours vers les bureaux de PricewaterhouseCoopers, là où tout a commencé, par un banal copier-coller. C'est dingue parce que c'est un truc, tu sais, c'est devenu complètement automatique, quoi. Je pouvais faire le trajet là les yeux fermés, et puis là maintenant, j'ai des doutes, quoi. C'est il y a 5 ans seulement, il y a 6 ans. Là, donc c'était ça le bâtiment où je bossais. Quel parking souterrain, je passais sous la barrière avec mon vélo. J'étais au 2e, je crois. On sortait là, fumer des clopes. Voilà. Je crois que je me rappelle de la place où j'étais quand j'ai copié les documents. C'était à l'angle là-bas, au fond à droite. Après le boulot, j'étais pas toujours très détendu, ça m'arrivait, enfin surtout sur la fin quand j'envisageais déjà de faire autre chose, de démissionner, j'allais pas toujours au travail de gaieté de cœur, quoi. Donc c'était un boulot que j'aimais, mais il y avait quand même beaucoup de pression, donc c'était pas que des moments heureux, quoi. Je pense que c'est peut-être ce sentiment au fond de moi que j'ai du mal à digérer, d'être perçu comme un traître, quoi. Alors que c'était pas du tout la logique de ma démarche, quoi. C'était pas de... Enfin, tu vois bien, quand j'ai filé les documents, je voulais pas mettre en cause Price en disant ce qu'ils font eux, c'est mal, c'est pas ça. L'idée, c'est de plus montrer un système, quoi. Quelqu'un qui agit contre les intérêts de l'entreprise, c'est pas compris, quoi. PricewaterhouseCoopers est présent dans 150 pays et emploie plus de 200 000 personnes. Il est l'un des Big Four, ces 4 cabinets d'audit qui font la pluie et le beau temps dans le monde de la finance des entreprises. Au cœur de l'Union européenne, le Luxembourg, ainsi que d'autres États membres, participent à un vaste système d'évasion fiscale offert aux multinationales, sous couvert de montages financiers légaux. Et nous voilà déjà de retour. On s'excuse, on n'a pas tous les tout. Alors je sais que là il y a Moyen Crut qui nous a follow, et je sais aussi que... Hein?
Tu crois savoir qui c'est? Et on a aussi quelqu'un qui s'appelle Kohenovic qui nous a sub. Donc merci beaucoup pour tout ce soutien. Il me semble que voilà, comme tu t'appelles Toby Cohen, peut-être qu'il y a quelques liens voilà, de parenté. En tout cas, merci beaucoup pour le soutien. C'est trop cool. Donc, vous avez vu ce petit extrait d'un documentaire qui était sur Arte, qui était dédié à Antoine Delcourt et qui suivait, il me semble, pendant 1 an et demi Antoine Delcourt autour de... Il est fils unique? Pas du tout, il est fils unique, d'accord, très bien. Eh ben, ça n'a rien à voir, alors c'est quelqu'un, un homonyme. Et donc, du coup, excusez-moi, je reprends le mot sérieux. Donc, sur Antoine Delcourt, donc c'est la première personne dont tu parles. En fait, pour peut-être, est-ce que déjà tu pourrais nous commencer à nous faire un résumé, parce que tout à l'heure j'ai parlé des LuxLeaks de manière très mauvaise. Est-ce que tu pourrais juste peut-être nous faire un petit topo sur qui est Antoine Deltour et comment il est apparu dans les médias? Pourquoi on en a entendu parler au début? Alors, du coup, Antoine Deltour, en gros, c'est un Français Antoine Deltour, c'est un Français qui travaillait pour un cabinet d'audit, un des gros cabinets d'audit mondiaux qui s'appelle PricewaterhouseCoopers, qui est en gros PwC. Il travaillait pour eux et dans le cadre de ses fonctions, je t'avoue que je sais pas trop ce qu'il faisait pour eux, j'imagine. Enfin, du coup, il faisait du conseil, quoi. Et dans le cadre de ses fonctions, il s'est aperçu que son cabinet mettait en relation des entreprises, des multinationales ou des grosses boîtes, en gros, qui opéraient sur le territoire européen et l'administration fiscale luxembourgeoise, afin que ces entreprises puissent bénéficier de tax rulings. En gros, c'est traduit en français, c'est des rescrits fiscaux. C'est des documents qui permettent de donner à l'avance aux entreprises une certaine interprétation du droit fiscal luxembourgeois qui leur permettait du coup de mieux répartir leurs investissements sur le territoire européen et de mieux, en gros, pour schématiser, de mieux planquer leurs bénéfices, leurs profits, blanquer leurs bénéfices et leurs profits soit sur le territoire luxembourgeois et d'en faire sortir une partie aussi du territoire européen pour se soustraire à la fiscalité communautaire, quoi, à la fiscalité européenne. Et donc du coup, Antoine Deltour voit ça, chope un certain nombre de ces documents, de ces preuves, en gros, qui attestent de cette mise en relation, tu vois. Donc c'est pas le cabinet d'audit, comme tu as dit, tu vois, qui avait procédé à l'évasion fiscale, c'est le cabinet d'audit qui a mis en relation ces entreprises-là avec l'administration fiscale luxembourgeoise pour qu'ils bénéficient de ces avantages fiscaux. Et donc du coup, Antoine Deltour met la main sur ces documents-là. C'était début des années 2010, les garde dans un premier temps et ensuite contacte des journalistes de l'équipe de Cash Investigation, l'émission de France 2 que tout le monde connaît, présentée par Élise Lucet. Et en 2012, Cash Investigation fait une première émission dans laquelle il révèle cette pratique. Dans un premier temps, Antoine Deltour n'est pas identifié. Et derrière, l'ICIJ, qui est le consortium international des journalistes d'investigation, est contacté est mis en relation avec Cash Investigation, est contacté par Antoine Deltour. Et donc, du coup, et là sort une chier d'enquête, genre un énorme truc, tu vois, qui résume et détaille cette pratique-là des tax rulings. Donc, qui, selon Antoine Deltour et selon ses journalistes, tu vois, et ça paraît incontestable, porte sérieusement atteinte à l'intérêt général fiscal, qu'il soit luxembourgeois, et européen, du coup. Et du coup, c'est comme ça que ça démarre. Derrière, Antoine Deltour est visé par une plainte de PricewaterhouseCoopers pour violation du secret des affaires, vol, blanchiment et rupture de son obligation de loyauté, et est mis en examen de ces chefs-là par la justice luxembourgeoise et entame depuis 2016, dès 2016, une procédure judiciaire à l'encontre de
à la fois à l'encontre d'Antoine Deltour et des différents journalistes avec qui il a travaillé, enfin avec qui il a collaboré en gros. Ouais. Alors, on reviendra un peu sur la décision qui a finalement été prise de ta partie. Et on voulait d'abord, enfin moi je voulais d'abord te poser une question vis-à-vis de ce que va faire Antoine Deltour pendant toutes ces années-là, notamment, et tu le révèles un peu après, pour justement, il sait que quand il va sortir ces infos-là, etc., il va se mettre en danger juridiquement. Et du coup, lui et son entourage vont organiser des choses pour qu'il puisse échapper à la justice. Et alors, notamment, il va se créer tout un réseau de soutien. Notamment, alors tu parles toi donc il a un site internet dédié où on met en avant qu'il a été élu citoyen d'honneur, je sais plus quel titre exactement. Il va aussi répondre à une pétition. Enfin non, ils vont lancer une pétition publique de soutien qui va recueillir près de 200 000 signatures, etc. Donc il va essayer de chercher un soutien populaire et de le matérialiser à travers ce site. Pourquoi il se met dans cette position-là et pourquoi il cherche à obtenir ce soutien populaire? Alors, du coup, moi, genre, juste pour restituer comment l'étude que je fais du cas d'Antoine Deltour dans mon mémoire, la question que je m'étais posée dans mon mémoire, c'était mon mémoire s'est intitulé Droit, désobéissance civile et droit privé. Du coup, pour les juristes qui nous regardent savent ce qu'est le droit privé. Le droit privé, c'est l'ensemble des rapports de droit entre des personnes privées, c'est-à-dire entre vous et moi, par exemple. Ça s'oppose au droit public qui est l'ensemble des rapports entre soit deux administrations publiques, ou alors entre une personne privée, vous, et une administration publique, que ce soit un service public, une institution publique, bref, en tout genre. Et du coup, moi, ça, c'est les définitions classiques du droit privé et du droit public qui sont, en gros, des disciplines du droit et des matières de droit. Moi, j'ai reformulé la définition de droit privé en disant, comme pour revenir sur la question de Tony au départ, entre le droit et les droits, pour dire que le droit privé, ça pouvait être aussi compris comme un droit privé, c'est-à-dire un droit qui n'appartiendrait qu'à un titulaire, en gros. Et moi, la question que je me suis posée dans mon mémoire, c'était dans quelle mesure. Donc, en gros, un droit privé, pour son titulaire, ça représente un intérêt privé. Et moi, dans mon mémoire, je me suis posé la question de savoir dans quelle mesure les tenants de la désobéissance civile, ceux qui entreprennent des actes qui se réclament de la désobéissance civile, devaient ou pas se distancier de la défense d'un intérêt privé, dans la mesure où souvent la désobéissance civile se fait en vertu d'un intérêt général, de l'intérêt général, en gros, c'est-à-dire selon une certaine conception de l'intérêt général que se font les contestataires, les désobéissants de l'intérêt général. Et moi, quand j'analyse la démarche d'Antoine Deltour, ce qui me frappe, c'est de voir qu'Antoine Deltour joue le jeu judiciaire, premièrement, c'est-à-dire qu'il accepte d'être jugé, il se rend chez un juge d'instruction et tout ça, et derrière, lui, par contre, met en œuvre toute une stratégie de manière à marquer son désintéressement, de manière à dire que moi, ce que je recherche par là, c'est pas ma notoriété, c'est pas de faire parler de moi, etc. C'est de dire que j'ai envie de balancer ce fonctionnement parce que je pense que c'est mal ce que je viens de révéler, en gros, c'est une atteinte sérieuse à l'intérêt général en matière de justice fiscale, en gros. Juste pour reprendre un peu les propos de Pierre, justement, il y a une petite formule qui est malheureuse dans ta présentation, Pierre. Tu dis que Antoine Deltour essaie d'échapper à la justice, et ce que dit j'ai dit échapper? Ah oui, non, Ouais, non, échapper ce que je veux dire, c'est échapper à un verdict négatif. Oui. Voilà, échapper à la sanction juridique. Oui, voilà, ouais. Et surtout, en fait, de changer la situation, c'est quand même ça ce dont traite ton mémoire, parce qu'il y a une affaire dans l'affaire. C'est de faire que par un jugement différent, la situation des gens qui seront, dans le cas d'Antoine Deltour, des désobéissants civils, ne soit plus celle d'être sanctionnés, en fait, lorsqu'ils défendent l'intérêt général. Ouais, exactement. En gros, l'idée est de dire que
ce que fait Antoine Deltour, enfin le but de la procédure de la procédure, pas que lui entame, mais comment lui essaye de tirer profit de la procédure qui est lancée contre lui, c'est de faire en sorte que, à l'issue de cette procédure, d'obtenir du coup une relaxe pour tous les éventuels délits qu'il aurait commis, et de sorte à ce que les personnes, comme tu l'as dit, placées dans une même situation que lui, ne craignent pas les éventuelles sanctions, les éventuelles sanctions auxquelles elles pourraient s'exposer, qu'elles soient légales, donc du coup des poursuites et des condamnations pour divers délits, là, en l'occurrence vol, blanchiment, violation de secret des affaires, et également d'éventuelles représailles sociales, c'est-à-dire par l'employeur, tu vois, c'est-à-dire que du coup marginalisation, enfin voilà, de la marginalisation jusqu'au licenciement en gros, et derrière, et jusqu'à aussi les poursuites pour indemnisation du préjudice financier, qui peuvent parfois s'élever, bah là on le devine, pour un cabinet d'audit comme ça, comme PwC, qui est mondial, et vu le portefeuille qu'il gère, cette fuite-là, c'était énorme. Enfin, c'était un énorme dommage subi par PwC, quoi. Donc, du coup, voilà, le but d'Antoine Deltour, c'est de faire reconnaître en justice la légitimité de son action, en gros. Quand bien même celle-ci procéderait d'une illégalité manifeste au départ. Oui, parce qu'ils volent quand même à un moment, enfin, en tout cas, ils copient illégalement à un moment donné des données qui ne devraient pas sortir, de l'entreprise, C'est ça, notamment au suivant la loi départ. de secret des affaires. Ouais, exactement, Ok. c'est ça. Et justement, bah alors, est-ce que ce dont tu parles là, de faire reconnaître un espèce de droit à reproduire ces actes, est-ce que du coup c'est ça qui se rapproche du statut du lanceur d'alerte, et ce à quoi notamment il va être affilié quand finalement alors il me semble, quand la Cour de cassation va décider de ne pas retenir enfin, alors hop, je reprends mes trucs, va décider de ne pas retenir la décision de la Cour d'appel, et donc du coup d'annuler sa condamnation. Est-ce que c'est donc là-dessus qu'il se Alors, réfère à ce moment-là, ou est-ce que c'est autre chose en amont? du coup, alors, J'ai encore galéré à ma question, je suis l'arrêt. désolé. Ouais, alors du coup, à mon avis, évidemment, le conseil juridique d'Antoine Deltour, ses avocats, ont voulu faire jouer la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, Gouja contre Moldavie, je crois, elle date de 2008, dans laquelle la Cour européenne des droits de l'homme établit 6 critères différents qui, s'ils sont respectés, permettent au lanceur d'alerte de se voir reconnaître un statut protecteur, en gros, et du coup de faire reconnaître la légitimité. Du coup, mais là, c'est marrant, dans ta formulation, tu as posé un truc assez marrant dont on se pose au départ, c'est le droit des lanceurs d'alerte, et donc le droit à faire ça. Donc le droit à commettre une illégalité. C'est un truc dont je parlais dans l'introduction de mon mémoire, qui est que la désobéissance civile, c'est un objet hyper difficilement que le droit appréhende de manière très complexe, parce que il y avait un auteur, Jacques-Henri Robert, qui disait l'énoncé la désobéissance en droit, ou alors le droit à la désobéissance, c'est une tautologie, c'est-à-dire que le droit réprime par définition la désobéissance. Donc du coup, c'est-à-dire que c'est juste qu'il y a des moments où, dans certains cas, le droit, même si tu as commis quelque chose d'illégal, ne te condamnera pas. Et c'est listé en droit français dans le code pénal, certains cas. Mais là, dans le cas des lanceurs d'alerte, c'est le cas justement. C'est-à-dire que si tu réponds à une certaine définition du lanceur d'alerte, qu'elle soit posée par le droit français, par exemple, ou je ne sais pas si le droit luxembourgeois a une définition claire du lanceur d'alerte, ou en tout cas par la Cour européenne des droits de l'homme, et dans ce cas-là, quand bien même tu aurais commis quelque chose d'illégal, tu ne seras pas poursuivi. Enfin, tu seras poursuivi. Il faudra caractériser, du coup, si tu respectes les 6 critères que tu es en train d'afficher là, du coup. Mais quand bien même tu auras commis. On va essayer de les afficher. Thierry, est-ce que tu peux nous les afficher? Je ne sais pas s'ils sont affichés. Si, c'est bon. Ok, j'avais pas vu. Excuse-moi, Thierry, d'avoir douté de toi.
Bah, tiens. Ouais, c'est très intéressant donc comme tu disais, il existe déjà depuis longtemps la plus connue peut-être, exception au droit, c'est la légitime défense, chose qui est souvent utilisée dans des séries, judiciaires et cetera. Mais depuis quelques années, le désobéissance civile, a progressivement été cadrée par le droit et les 6 conditions qu'on vous affiche, c'est celles qui ont été définies par la Cour européenne des droits de l'homme, c'est bien ça? C'est ça, exactement. Heu, est-ce que, bah, je te propose de les reprendre un à un et peut-être expliquer s'il y a des nuances, Ouais. En plus, ça reprend un peu ce que tu nous as Alors expliqué, en amont, hein, pour le coup. voilà, hein. ouais. Alors du coup, en fait, pour juste resituer en droit et expliquer aux gens qui sont pas forcément juristes, la Cour européenne des droits de l'homme, c'est une juridiction supranationale, en gros, qui est chargée d'appliquer la Convention européenne des droits de l'homme que un certain nombre d'États ont signé, qui font partie du Conseil de l'Europe, dont la France fait partie. Il y a, je crois, une quarantaine de pays qui l'ont signé, donc ça va au-delà des 27 pays de l'Union européenne actuellement. Il y a la Russie est partie, par exemple, tu vois, à titre d'exemple, la Russie est partie à la Convention européenne des droits de l'homme, et donc la Russie, au même titre que la France, au même titre que le Luxembourg, est soumise aux décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc, du coup, la Cour européenne des droits de l'homme applique et veille à la sauvegarde de la Convention européenne des droits de l'homme, dans laquelle sont garantis différents droits, des différents droits fondamentaux, le droit à la vie, le droit à la liberté d'expression, le droit à la vie privée, le droit de propriété également, et en clair, établit sa jurisprudence selon sa jurisprudence donc établit ses décisions en vérifiant les atteintes qui peuvent être portées à ces différents droits et en essayant de les concilier. Là, par exemple, dans le cadre de l'alerte, du concept de l'alerte, il y a différents droits fondamentaux qui sont concernés. D'abord, l'intérêt général, c'est-à-dire le droit et l'intérêt général, du coup, en vertu desquels s'exerce la liberté d'expression et la liberté d'information du lanceur d'alerte, du coup, et le droit de propriété, le droit éventuellement à la vie privée, à la vie privée de l'employeur ou de l'organisme qui est objet de l'alerte. Et donc, du coup, la Cour européenne établit une conciliation entre ces droits-là, et c'est de cette conciliation que ressortent ces 6 critères-là, en gros. C'est pour vérifier que la légitimité du statut protecteur de lanceur d'alerte s'établit selon une conciliation suffisante entre tous ces droits fondamentaux. Et donc, du coup, par exemple, si on les reprend un à un, les recours qui étaient à disposition, on commence par les recours qui étaient à disposition du lanceur d'alerte, c'est-à-dire que est-ce que le lanceur d'alerte devait nécessairement au départ balancer au public toutes les infos? Est-ce qu'il n'avait pas divers moyens de recours? Est-ce qu'il ne pouvait pas se tourner d'abord vers son employeur, vers une autorité judiciaire? Est-ce que derrière on analyse l'information? Est-ce qu'elle était d'intérêt général? Donc est-ce qu'elle valait la peine pour le lanceur d'alerte de se prévaloir de son droit à la liberté d'expression, à la liberté d'information? 3, est-ce que l'information divulguée était authentique? Donc du coup, là, ça pose pas de problème, c'est de vérifier du coup que l'atteinte est légitime, c'est-à-dire que le mec voulait pas nuire à son employeur et avait pas balancé de la merde, quoi. Le préjudice 4, le préjudice causé à l'employeur, du coup, c'est vérifier la proportionnalité de l'atteinte, c'est-à-dire que quand bien même les 3 premiers critères seraient remplis, est-ce que t'as pas créé un mal quand même énorme qui va se répercuter? C'est-à-dire que par exemple, tu vois, genre une alerte, elle peut être tellement énorme qu'elle peut précipiter, je sais pas, la faillite d'une entreprise, et donc du coup, engendrer des plans sociaux, des emplois, tu vois, des emplois perdus, etc. Et 5, c'est le critère qui m'a le plus intéressé, c'est la question de la bonne foi du lanceur d'alerte. C'est pourquoi tu fais ça, mec? Est-ce que tu fais ça vraiment pour l'intérêt général? Est-ce que tu fais ça pour que tout le monde parle de toi? Est-ce que tu fais ça pour clairement faire chier ton employeur ou quoi? Et donc du coup, voilà, ça c'est le critère moi que j'ai retenu pour mon analyse. Derrière, la nécessité des sanctions qui lui ont été infligées, ça, si je peux me permettre une critique de la Cour européenne, je ne vois pas trop l'intérêt de commander enfin, si, il y a un intérêt évidemment, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, le mec, il est sanctionné en pratique. C'est-à-dire que le gars, il balance, dès lors qu'il est identifié, les mecs le virent et tout, les vire et tout ça. Et derrière, je vois pas en quoi si les sanctions, enfin, ce que les sanctions peuvent. Là, on rentre dans un débat de droit à la rigueur, enfin, on s'en fout. Mais,
Bref. Eh ouais, du coup, merci. Bah, ça nous fait Et un bon topo. C'est cool. ouais, ça nous fait un bon topo. Gardez tout ça en tête. On va avoir un cas pratique, pour la fin d'émission. Mais je pense qu'il va être temps de faire les choses importantes. En effet, je pense que Thierry, alors bien sûr que je l'ai pas cité au début de l'émission, je m'en excuse, mais Thierry vient toujours à la technique, hein, qui vous régale de ses changements de plan, aux oignons. Il m'a dit, hein, tout à l'heure qu'il avait été, lui-même formé par son père spirituel, Spielberg, hein, il me l'a annoncé, je ne le savais pas. Donc voilà, on a dans nos rangs quelqu'un qui est de la grande école, des grandes écoles, du plus grand cinéma. Eh bien, c'est l'heure, hein, c'est l'heure de lui laisser sa place. C'est l'heure du grand quiz de Thierry. Vas-y, Thierry, fais-toi plaisir. Et bonjour à tous, le moment que tout le monde attend, le moment du grand quiz de Thierry. Bonjour Aujourd'hui, Thierry. bonjour à tous, bonjour Tony, bonjour Pierre, bonjour Toby. Aujourd'hui, on a un lien, le lien est évident avec la thématique. On parle de droit, on saisit code. Code de quoi? Code de la route. Et c'est parti avec Thierry, on apprend aujourd'hui son code de la route. Alors, je vais lancer tout de suite l'extension Twitch. Pierre, peux-tu nous rappeler... Ah non, avant tout, le lot a gagné. On a oublié le lot. Comme chaque semaine, Peut-être le lot Ouais, vas-y, lance le lot. on vous fait gagner un lot extraordinaire. Donc la semaine dernière, une maison, un château dans l'Anjou. La semaine d'avant, une villa à Los Angeles. Et cette semaine, nous vous présentons une petite voiture juste pour vous. Allez, c'est parti. Mais pourquoi je suis dans cette forêt? Je suis complètement paumé, moi. Mais pourquoi c'est branché? C'est un diesel. Allez hop, à la poubelle l'écologie. Allez en route. Ah, je l'ai enfin retrouvé. Et il fait froid là-dedans. Allez, ciao les bolos. Une Porsche hybride, électrique, mais sur lequel on a enlevé le moteur électrique. C'est très important de préciser ça. Alors c'est parti, on va commencer le quiz. Alors, pour vous expliquer un peu le concept, Pierre va vous expliquer comment on marque l'application après. Ouais, alors pour jouer, il faut cliquer sur la droite de son écran et notamment, alors ils connaissent maintenant, mais rendre visible, cocher pour rendre visible le questionnaire. Et ensuite, si vous voulez vos noms s'affichent à la fin pour voir combien de points vous avez eu, et notamment si vous avez votre code, on peut donc gérer les accès et autoriser l'accès à son compte. Voilà, vendre son âme et donner ses données à Amazon. Voilà. Il faut être connecté, tout ça. Hein. Et il faut être connecté, évidemment, à Twitch. Alors, le questionnaire se lance. Alors, sachant qu'il va y avoir, du coup, une image qui va s'afficher à votre écran, comme le code de la route, en fait. Et une image d'une situation de conduite. Et en plus, Toby, il me semble que t'as pas ton code, toi. Donc ça va, on pourra te le filer à la fin. J'ai pas mon code, en effet. Mais là... Alors, le truc, c'est que... Attends, j'ai... Ouais, tu maîtrises le code pénal, le code civil... Non, mais le seul truc tu vas voir, il va poser les questions à l'oral. Je vais poser les questions à l'oral pour toi, sachant que du coup, il y aura une image à chaque fois, comme le vrai code, quoi. Alors, c'est parti. Start game. Hop là, image 1. Du coup, puis-je dépasser ce véhicule? Donc là, on voit l'image, avec le rétro. Puis-je dépasser ce véhicule? Oui. Peut-être. De toute façon, je suis Faya, je ferme les yeux, on verra. Non. Alors moi, je dis oui. Et attends, on va attendre la fin de la réponse. On attend les gens qui jouent. C'est Tony qui bug, c'est pas ça. Alors, on va révéler un jeu. Ah, et c'est un oui pour 3 personnes, donc tu as bien joué. Par contre, peut-être une réponse. De toute façon, je suis Faya, je ferme les yeux, on verra. 2 réponses. Et non, 3 réponses. Donc, résultat mitigé. Visiblement, les adeptes du zinz, pas très bons sur la route. Prochaine question. Image 2, c'est parti. Puis-je dépasser? Attention. Non sur cette voie. Non sur toutes les voies. Oui sur toutes les voies ou oui sur cette voie. Alors quand je dis sur cette voie, c'est la voie où est la voiture, donc la voie de droite.
Est-ce qu'on peut dépasser? Est-ce qu'on peut on ne peut pas dépasser quand on est sur cette voie, donc il suffirait de se mettre sur la voie de gauche pour dépasser. Ensuite, J'ai pas compris la question, moi. Hein. est-ce que j'ai le Non, droit on peut jamais, de là, on est dépasser? bloqué de toute façon, non? Ah ouais, là c'est Oui, chaud là. là, Ça, là, il y a du monde partout, là. Alors, On dépasse pas. non, Et sur il y a- toutes les voies. Regarde, il y a une multipla et tout. En plus, elle prend de la place de ouf. J'aurais pu mettre... donc on dit non sur toutes les voies, ce sera la réponse... Non, ouais. Ok. Moi Donc, je dis non. Là, c'était c'est la chaud. bonne réponse. Effectivement, on ne peut pas dépasser. Après, il y a la fameuse technique dite de la bande d'arrêt d'urgence en recalant la troisième et en mettant sur régime. Mais ça, on l'apprend pas à l'école. Allez, prochaine question. Donc, sur de très mauvaises réponses. Hein. Alors, hop, image 3, c'est parti. La signalisation, là, visible sur l'écran, m'oblige à tourner à droite, à gauche. On peut aller à droite ou à gauche, ou on peut aller tout droit. Est-ce que je Ah bah à peux... gauche là. À gauche. Ouais. La signalisation. Il y a un petit piège pour les... En fait, les gens qui sont sur Twitch, là, les questions cachent un petit peu l'écran. Ça peut induire en erreur. Ah, terrible, Oh, terrible. c'est bon, là, on voit bien, Alors, quand même. là, on parle bien de la signalisation. Est-ce que la signalisation m'indique que je peux aller tout droit, à gauche, à droite, ou les deux? Les deux, moi je dirais les deux, non? Bah, Ah, je dirais à gauche, moi. la signalisation, t'as dit que tu peux aller à gauche parce que t'es déjà sur la voie de gauche quoi qu'il arrive. Ouais, mais tu peux toujours aller sur la droite vu que c'est Est-ce que la signalisation m'oblige? La Ah, signalisation qui ça. Oh là là. On peut pas aller à droite parce qu'il y a le camion, la mais la signalisation, elle nous le dit. Ah ouais, on peut On encore aller à droite. reveal peut-être, hein. answer, donc j'adore le céleri rave, surtout saignant, comme on me demande dans le chat. J'adore Ouais. le céleri rave saignant. Et du coup, c'était à droite ou à gauche. Effectivement, on voit bien les deux flèches qui vont à droite et à On peut gauche, et on ne encore. parle pas Ok. de la position de la voiture. Allez, prochaine question, image numéro 4, attention. C'est pas facile, hein. Ah, c'est pas Je te le dis, facile c'est le un peu code. Hein. tard pour s'inquiéter de tourner à droite, là. Hein. Non, mais c'est pas la signalisation. Les termes sont importants. Les termes sont très importants. À l'intersection. Ouais, bah là. Ah, voie d'intersection. Hein. Je ne suis pas prioritaire. Je suis prioritaire et j'accélère. Je ferme les yeux et je passe. Je suis prioritaire et je ralentis. À l'intersection, si présente. Je suis pas prioritaire. Je suis prioritaire et j'accélère. Je ferme les yeux et je passe. Ou je suis prioritaire et je ralentis. Je pense que t'es prioritaire mais tu ralentis ou alors t'es pas prioritaire parce que je sais que c'est prioritaire à droite, je crois. Ouais, mais là, en l'occurrence, il y a un stop. Donc, t'es prioritaire normalement. Et si tu ralentis trop Ouais. en plus, tu risques de te prendre la voiture derrière, non? Y a pas dit Non, je mais freine. comme Hein. je suis à Faut gauche, marquer je freine. Hein. j'accélère parce qu'en ce moment dans la société il y a trop de priorités à droite. Donc, Allez, let's go. allez, hop. Ça va. Donc c'était une mauvaise réponse. Je suis prioritaire Merde. et je ralentis. Quoi, Sachant que c'est ralentir et Ouais, freiner, c'est c'est une ma notion réponse très finale. complexe. Oui, Hein. c'est vrai. La notion, vraiment, c'est alinéa 35 du code de la route. Hein. Allez, next questions. Ah, je vois qu'on me troll dans le chat. Oui. Apparemment, j'aime bien les ronds-points. Je ne sais pas pourquoi on dit J'irai ça. bien les ronds-points, oui, effectivement. Je comprends pas du tout pourquoi on dit ça. Voilà. Ouais. Alors, Rien à voir. pour qui les feux s'appliquent-ils? Première réponse, je désobéis aux F. Deuxième réponse, aux véhicules allant en face et à gauche. Aux véhicules allant à gauche. Ou aux véhicules allant à droite. Donc allant à droite, c'est-à-dire les véhicules qui viennent de ma route. Pour qui le feu Ceux qui vont à s'applique? droite. Pour ceux qui vont en face et à gauche. Pour ceux qui vont à gauche ou pour ceux qui vont à droite. Ça, on peut plus répondre, là, après. Hein. Pour tout le monde, non? Le feu s'applique pour. Ouais, le feu s'applique pour tout le monde, je pense. Donc allant en face et à gauche. Toutes Ah, les réponses. Non, alors moi, comment pour ceux qui vont, non, juste pour ceux qui vont tout droit, genre pour ceux qui vont en face. C'était quoi la réponse? C'est aux véhicules allant en face et à gauche. En fait, là, on a le droit, selon les marquages au sol, d'aller seulement tout droit et à gauche. Donc à droite, ça ne marche pas. Donc il faut être attentif, observer l'œil de lynx du code de la route. Alors, Bien sûr. dernière question, et on va voir les résultats. La foule est en délire. Alors, Bien sûr. attention, petite question un peu cocasse. Le pic peux-je de viewer. dire. Le stationnement à cheval sur le trottoir est interdit de deux côtés, autorisé à droite
autorisé à gauche ou autorisé des deux côtés. Le stationnement à cheval, aucun rapport avec l'équitation, est interdit sur les deux côtés, autorisé à droite, à gauche ou autorisé des deux côtés. Toby, à toi. Le stationnement à cheval, là, moi je dis il est autorisé nulle part, là, parce qu'il y a des attends. Ouais, voilà, moi je dis d'aucun côté. Peut-être à gauche, là. Parce qu'il y a au niveau des barrières Non, mais regarde, il y a une bagnole noire, là, une Golf qui est plantée à gauche, là-bas. Est-elle en infraction? Oui, c'est ça. Et c'est pas parce que les gens sont garés qu'ils ont le droit de se garer. Ouais, c'est vrai, c'est ça. C'est ça. Alors, attention. En plus, il est en contresens, il est parfait. Hein. Donc tu restes sur quel contresens, pardon. Tu restes sur quel Ouais, allez, moi je te dis, je reste sur aucun côté. Ouais. Ok. Donc interdit des deux côtés, et c'est une bonne réponse. Ouais, c'est une piste cyclable, putain, surtout. Il y a des pistes cyclables. Oui. Une piste cyclable, une piste brouette, du coup on peut voir, hein, effectivement. Ouais, en plus. On peut voir une piste brouette. Attention. Donc là, on va voir les résultats finaux. Alors. Attention. Donc 10 heures de vérité 75, qui nous a d'ailleurs lâché un commentaire. Ayant récemment envoyé toutes mes économies au prince nigérian pour lui permettre de bouter une famille criminelle. On vous transmettra le de Lagos, j'attends toujours sa réponse. Y a-t-il un recours juridique permettant d'accélérer la procédure? On le verra ça après. Donc là, qui juridique, oui. Qui a son code. Tubedum, je crois, qui habite pas très loin de Tony. Ouais. Vraiment pas très loin, voire même en dessous de chez lui. Il a son code. Riman MH 3ème, Alex Carter 72 4ème, 5ème DHMBZ, ça devrait être de la famille la famille du clan Emono, hein. Et après du coup on est sur des points négatifs avec Contestant 2, donc qui a pas mis son nom, Tony Rouillon négatif, Basile Tartanou négatif, en même temps déjà en vélo, lui il est dangereux, Alekushi négatif et une autre personne, donc non Alekushi qui est si fort d'habitude. D'ailleurs, mais là quand on parle de code de la route, il n'est plus là. C'est sûr. Donc, merci à tous d'avoir suivi ce quiz. Donc, du coup, on enverra. Ah, c'est qui a gagné déjà j'ai oublié, merde, tant pis. Bon, voilà, personne. C'est Tubedum encore, non? Non, c'est pas Tubedum. On a oublié, mais la personne qui avait gagné, on lui enverra la Porsche hybride sans moteur électrique. Du coup, à vous les studios. C'était le quiz de Thierry. Au revoir, bisous, ciao. Merci beaucoup, Thierry. Toujours un grand moment que ce quiz. En tout cas que Toby, je trouve que tu as bien répondu. Alors malheureusement, pas les points pour toi, mais je pense que tu étais pas mal positionné en points. On a eu de nombreuses moqueries dans le chat, des références personnelles agressives. En tout cas, Thierry, tu es adulé et tu nous fais toujours notre pick viewer. Donc, c'est merci à toi. Il ramène toute sa famille, en fait, au moment où il fait le quiz. Donc, voilà, ça nous fait notre pick viewer. Merci beaucoup. Ce que je propose, c'est que un mail sera envoyé par la Zins Production pour le regagnant de cette Porsche sans moteur. Et en tout cas, on va tout de suite passer à notre dernière étude de cas, celle de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. On peut peut-être se regarder, s'il te plaît, Thierry, avant que tu lâches complètement la technique. Est-ce que tu peux nous envoyer la vidéo, s'il te plaît, sur la ZAD ? Dans les années 60, la petite ville de Notre-Dame-des-Landes apprend qu'elle va accueillir un nouvel aéroport. 50 ans plus tard, pourtant, rien n'est sorti de terre. Voilà ce qu'il s'est passé. En 1965, la région Loire-Atlantique se met en quête d'un terrain autour de Nantes. L'idée, bâtir un deuxième aéroport pour les pays de Loire et la Bretagne. Car l'objectif, à l'époque en France, c'est de développer les métropoles régionales. En 1974 est donc créée une ZAD. À l'époque, ça ne veut pas encore dire zone à défendre, mais zone d'aménagement différé. On la voit ici en plein bocage. Une ZAD, ça permet à l'État de racheter progressivement les terrains afin de réaliser une opération d'aménagement urbain, dans le cas présent, un aéroport. Mais déjà, une opposition au projet prend forme, l'association de défense des exploitants concernés par l'aéroport, l'ADK. Cette opposition, ajoutée au choc pétrolier des années 70, puis à l'arrivée à Nantes du TGV en 1989, ont un effet commun, le projet d'aéroport s'enlise. Il faut attendre le début des années 2000 pour que l'idée soit relancée. L'enjeu,
Désormais, c'est de construire un nouvel aéroport non loin de Paris pour désengorger ceux de Roissy et d'Orly. Mais les Verts n'en veulent pas. À l'époque, la ministre de l'Environnement dans le gouvernement Jospin, c'est Dominique Voynet. Pour elle, il y a mieux à faire. Déplacer l'aéroport de Nantes-Atlantique sur le nouveau site de Notre-Dame-des-Landes, manière de rééquilibrer la localisation des équipements vers l'ouest du pays et réduire les nuisances pour les Nantais. Études, débats publics, arrêtés ministériels et déclarations d'utilité publique s'enchaînent, l'aéroport semble sur les rails. Capacité d'accueil à terme, 9 millions de passagers. Coût estimé, 581 millions d'euros. Mais tout bascule à nouveau en 2009. ADK, ASIPA, coordination des opposants, de multiples associations occupent le terrain et s'installent dans le bocage. Pour les déloger, l'État déclenche l'opération César. 1000 policiers et gendarmes déboulent sur le terrain. Un fiasco, des blessés dans les deux camps. Mais surtout, la répression policière booste le capital sympathie des opposants. Pour eux, la ZAD devient la zone à défendre. Et alors que François Hollande affiche son soutien au projet, entre 13 000 et 40 000 personnes se rassemblent dans la ZAD. Pour sortir de l'impasse, une commission de dialogue est mise en place par Jean-Marc Ayrault, l'ancien maire de Nantes devenu Premier ministre. Cette commission valide le projet, mais elle remet en question les mesures de compensation environnementale supposées préserver la biodiversité dans la zone. Et donc la bataille juridique continue. 2015, les 17 recours environnementaux déposés par les opposants sont rejetés. La préfecture de Loire-Atlantique annonce donc la reprise des travaux. 2016, les juges valident l'expulsion des derniers agriculteurs et riverains vivant sur la ZAD. Sentant la situation explosive, François Hollande appelle un référendum local pour décider de l'avenir du site. Pour que l'on sache exactement ce que veut la population. Et mais, c'est non. Et voilà, mais il doit y avoir une conséquence. Le scrutin est contesté par les opposants, mais le oui l'emporte à plus de 55% des voix. Dernier épisode, l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. Respectant sa promesse de candidat, il organise une médiation. 6 mois de mission et 200 auditions plus tard, les 3 experts rendent leur rapport. Construire un deuxième aéroport ou agrandir celui de Nantes ? 2 options raisonnablement envisageables selon eux. À présent, c'est à l'exécutif de trancher. Eh bien, merci au monde de nous avoir fait cette petite vidéo de synthèse sur les internets qui raconte 50 ans d'histoire. Nous, on va essayer de revenir sur ce cas, mais sous l'angle du droit. Ça occupe un gros morceau de ton mémoire, Toby, parce qu'en fait, c'est un cas qui est un peu plus compliqué que le cas Antoine Deltour, qui, c'est une des raisons pour lesquelles Deltour est une figure de la désobéissance civile, c'est qu'il correspond quand même très exactement à une représentation assez simple, entre guillemets, de ce que ça peut être. Et avec le cas de Notre-Dame-des-Landes, c'est plus complexe. Et tout ça, en fait, quelque chose qui est intéressant, c'est que le terme de ZAD, qui est évoqué là dans le petit reportage, qui d'abord veut dire zone d'aménagement différé, qui a donc été transformé en zone à défendre par les zadistes. Ça renvoie en fait à l'histoire de la lutte contre les projets d'aménagement dès les années 70 il a planté. En tout cas, l'acronyme du NIMBY. Ah, mais... Anthony, on t'entend pas très bien. Attends, vas-y. Rentrez en temps, là, c'est bon. C'est bon, excusez-moi. Ouais, refinis de poser ta question, ce qu'on n'a pas entendu à la fin. Donc, je parlais donc des projets d'aménagement et qu'aux États-Unis, en fait, il y avait eu déjà une situation avec un acronyme fameux, celui du NIMBY ou NIMBY, peut-être, je ne sais pas comment ils le prononcent en anglais. Et qu'est-ce que ça veut dire, Toby, le fameux NIMBY ? Alors, ouais, du coup, NIMBY, en fait, ça veut dire, c'est l'acronyme de Not in my backyard, ça veut dire, traduit en français, pas dans mon jardin. Et comme tu l'as dit, du coup, c'est un acronyme qui a été, employé au départ par les aménageurs, enfin pas vraiment par les aménageurs, mais par globalement les défenseurs de l'aménagement, de la pratique de l'aménagement territorial, pour désigner en gros les oppositions locales à des aménagements et pour de sorte à les essentialiser et à les disqualifier en les faisant passer quelque part pour égoïstes, c'est-à-dire du coup des gens qui
aurait pas vocation à s'opposer à ce projet d'aménagement si il n'était pas localisé près de chez eux, en gros. Et c'était du coup cette méthode d'acronyme qui était utilisée pour dire les locaux nous font chier et c'est qu'une bande d'égoïstes et c'est qu'une bande d'égoïstes qui pensent qu'à eux et qui pensent pas à la big picture du progrès économique, du progrès social, de l'intérêt général que représente le projet d'aménagement contesté, en gros. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en plus, ça commence avec un projet d'aménagement d'aéroport déjà, Ouais. en fait. Ouais. À Long Island, dans les années 70, ouais, exactement. Et du coup, comment tu expliquerais, comment les zadistes ont fait pour un peu retourner ça, en fait, justement? Alors, du coup, ouais, avant les zadistes, quand même, du coup, moi, ce que j'explique dans mon mémoire, c'est que ça a pris, comme tu l'as dit, Notre-Dame-des-Landes, ça se déroule, c'est une affaire, une histoire politique qui se déroule sur plus de 50 ans. Entre les premières recherches d'une zone dans laquelle on pourrait construire un aéroport et l'abandon définitif du projet en 2018 par le gouvernement Philippe. Et entre-temps, en clair, il y a eu toute une évolution de la conception française de l'aménagement territorial qui est passée d'une sorte d'évidence, en gros, qui était de dire c'était après la Seconde Guerre mondiale, on devait aménager le territoire parce qu'il y avait toute une reconstruction à faire. Donc, en gros, les procédures d'aménagement du territoire allaient un peu de soi. Et on a évidemment fait des procédures juridiques et judiciaires, administratives, de manière à légaliser la pratique et à l'ancrer dans la légitimité de la légalité, en gros. Sauf que derrière, parallèlement à cet aménagement, on commençait à se développer de plus en plus des oppositions de plus en plus nombreuses à ces projets, des oppositions souvent locales de riverains concernés évidemment par l'aménagement et à qui cet aménagement serait susceptible de nuire. Et d'une tendance à la disqualification et à la disqualification de ces oppositions, on est passé à une tendance de prise en compte et de légitimation de ces intérêts particuliers, en gros, qui a permis et qui a conduit à donc du coup les prendre en compte et à aménager des procédures de sorte à mieux prendre en compte ces oppositions et in fine à légitimer à la fois ces oppositions et par cette légitimation à légitimer éventuellement la décision d'aménagement public qui serait prise, en gros. C'est-à-dire que on a consulté les riverains, on a entendu leurs doléances, on a consenti à diverses compensations, du coup. C'est-à-dire, par exemple, du coup, retoquer à certains niveaux et dans certains domaines le projet de manière à le mettre à renforcer son acceptabilité sociale. En gros, c'est ce concept qui a été mis en lumière par une chercheuse concernant notamment l'aménagement d'éoliennes offshore. L'aménagement éolien offshore, donc on a pris en compte par exemple la vie des riverains sur les plages, des pêcheurs, etc., des pouvoirs publics municipaux, etc. Et du coup, sauf que la ZAD, du coup, c'est construite, la pratique de la ZAD s'est construite à partir du constat que c'est pris en compte, quand bien même elles étaient c'est pris en compte des intérêts particuliers, quand bien même elles étaient institutionnalisées, légalisées et respectées, c'est-à-dire qu'on faisait acte dans l'enquête publique de la prise en compte des intérêts dont je t'ai parlé, des riverains, des associations, etc. Et les militants de la ZAD, les tenants de la contestation radicale que constitue la ZAD, se sont dit que c'est pas suffisant, que c'est pas parce que on a respecté ces procédures-là que ça assoit la légitimité du projet en vertu d'un intérêt général pour le moins sérieusement contestable. Et donc c'est de cette pratique qui au départ, de cette tendance de départ, donc la ZAD en gros procède d'une évolution sur le long terme de la pratique de l'aménagement territorial qui, au départ, se faisait quasi unilatéralement par les pouvoirs publics. On aménageait, et c'est tout, fermez vos gueules. Après, il y a quand même beaucoup de gens qui gueulent, donc quand même, ce serait bien de les écouter. Et la ZAD, ils disent, ouais, mais il y a beaucoup de gens qui gueulent, mais à la fin, les doléances, c'est pas nos doléances, c'est pas juste
construire un peu moins ici, construire un peu plus là, et ça pour m'empêcher, c'est de dire que il y a des projets qui sont dont on veut tout simplement pas, quoi. Et en vrai, on n'est pas prêt à transiger sur l'aménagement, et on en réclame purement et simplement l'abandon, quoi. Et puis une date marquante dans cette histoire, c'est 2008, la déclaration d'utilité publique en fait de l'aéroport par je ne sais plus quel gouvernement, peu importe. C'était le Euh, gouvernement Fillon, je crois, il me semble. Ouais. Ouais, Ouais. et qui va accélérer en fait la question parce qu'au final, c'est j'ai l'impression quand je lis ton mémoire qu'en fait, c'est un peu analysé comme une sorte de passage en force d'invocation de l'intérêt général justement, contre les intérêts privés qui, pour l'instant, étaient à peu près les seuls à se mobiliser, à Nantes, enfin étaient majoritaires. Et le fait d'invoquer, l'utilité publique comme un intérêt général, en fait, ça a, mis en lumière cette question de est-ce que cette construction relevait de l'intérêt général ou pas? Et qui a un peu, heu, attisé l'intérêt des militants écologistes, à ce moment, en fait. Est-ce que c'est bien ça? Ouais, alors exactement. En fait, la déclaration d'utilité publique, elle intervient. Moi, ce que j'ai montré dans mon mémoire, c'est que la DUP, elle intervient après. C'est-à-dire qu'elle est légale, en gros. C'est-à-dire qu'elle intervient après le respect des procédures d'enquête publique, de débat public, d'éventuelles compensations qui auraient pu avoir lieu et à l'initiative des aménageurs. Sauf que, sauf que le respect, ce que disent les militants de la DAZ, c'est de dire que quand bien même ces trucs-là ont été respectés, c'est le débat public, par exemple, l'enquête publique qui a donné lieu au débat public n'a abouti à aucun consensus en clair. Et de dire que du coup, c'est exactement comme tu dis, c'est-à-dire que légitimement, à partir de là, on peut concevoir la déclaration d'utilité publique de 2008 comme un passage en force qui est de dire, bon, à partir du moment, au fond, à partir du moment où on a respecté les procédures légales de l'enquête publique, de la compensation, du débat public, on peut déclarer le projet d'utilité publique et commencer l'aménagement. Conception légaliste de l'intérêt général auquel s'opposent les militants de la ZAD, justement. OK. Ouais. Et justement, alors, donc 2008, il y a ce décret. 2009, il y a l'installation du coup des zadistes sur le territoire où devait être fait l'aéroport. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir un espèce de jeu politico-médiatique qui va s'installer entre les zadistes qui défendent eux leur propre point de vue de l'intérêt général, c'est-à-dire le fait qu'il ne faut pas faire d'aéroport pour différentes raisons, notamment écologiques, notamment anticapitalistes, etc. Et face à, merci pour toutes ces résistantes, Thierry, hein, merci beaucoup, qui s'ajoutent au fur et à mesure, face au gouvernement qui, lui, va développer un argumentaire pour dire qui va essayer de développer un argumentaire pour dire il faut faire cet aéroport et qui va aussi essayer de décrédibiliser les zadistes. Et il y a donc du coup plusieurs étapes où ils vont essayer d'utiliser la force armée pour essayer de les déloger. Ça va pas fonctionner. Ils vont donc utiliser une arme plus légale, c'est-à-dire qu'ils vont et là c'est évoqué dans le petit reportage qu'on regardait, donc le fait de faire un référendum. Alors c'est un référendum qui a été d'ailleurs beaucoup contesté, mais qui va être fait au niveau de la Loire-Atlantique et qui va être de voter si oui ou non la Loire-Atlantique a besoin d'un second aéroport et si on doit le construire ou non. Et donc, il y a un peu ce déplacement, il y a un peu ces déplacements du gouvernement qui tantôt va essayer d'utiliser la force, tantôt d'utiliser d'autres armes légales pour essayer de faire passer, la construction de cet aéroport. Quels sont les enjeux un peu qui jouent là-dessus sur la question d'intérêt général et sur, en tout cas sur la question de l'intérêt général et notamment par rapport alors peut-être qu'on le verra dans une dernière partie quand l'aéroport sera finalement décidé, enfin la construction de l'aéroport sera finalement annulée, l'intérêt général à l'intérêt privé. Mais d'abord peut-être sur l'intérêt général, quels sont les différents enjeux là qu'il y a sur cette espèce de combat médiatico-politique. C'est énorme en gros, c'est-à-dire que
au départ, il y a un État, une puissance publique qui décrète, qui déclare d'utilité publique un projet d'aéroport en vertu de l'intérêt général. Si on le relie au droit, comme je l'ai fait dans mon mémoire, c'est la procédure de déclaration de l'utilité publique, elle est liée au droit de propriété. C'est-à-dire que quand le droit de propriété en droit français, c'est défini par l'article 544 du Code civil qui définit la propriété comme le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi et règlement. Le droit de propriété, c'est un droit sacré dans notre société, et c'est illustré par l'article suivant, 545, qui dit que nul ne peut être contraint de céder sa propriété. Sauf que cet article ajoute que, sauf pour cause d'utilité publique, sous réserve d'une juste et préalable indemnité, en gros. La déclaration d'utilité publique, c'est une violation du droit de propriété privée, donc des terres, des propriétés qui étaient au départ sur la zone d'aménagement, qui font l'objet de la zone d'aménagement différé, en gros. Et derrière, pour l'État, cette déclaration d'utilité publique se fonde sur l'intérêt général. Le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes est d'intérêt général. La ZAD vise à dire que non, le projet d'aéroport n'est pas d'intérêt général, il est même contraire à l'intérêt général. Derrière, face à cette contestation, l'appréhension par les pouvoirs publics de l'intérêt général prend une autre dimension dans la mesure où, dépendant de la manière dont ils appréhenderont cette contestation, la légitimité de l'État et des pouvoirs publics en sera soit renforcée, soit fortement atteinte, notamment, comme tu l'as dit, les opérations d'expulsion, les interventions des forces de l'ordre, et de même la ZAD au départ, ça pose une forte question de légitimité et d'autorité de l'État. Il y a plein de journaux, de médias à l'époque, de médias de droite, notamment, je sais pas, Le Figaro, Ouest France, le Nouvel Obs, qui disaient, évidemment sur leur ton classique et selon leur ligne éditoriale, mais qui mettaient en évidence, et c'était assez vrai quand même, que il y avait cette phrase dans un article de Ouest France que la ZAD se faisait au nez et à la barbe de l'État, ce qui visait à souligner que la ZAD est une atteinte à l'autorité de l'État, c'est-à-dire à la capacité de l'État à faire appliquer ses projets d'action publique. Sauf que dans le même temps, l'intervention de la force publique, le choix de la force publique montre aussi une crise d'autorité, c'est-à-dire que l'État n'a pas d'autre moyen pour asseoir sa légitimité et son autorité que d'avoir recours à la force publique, et donc ce qui montre bien que ils sont pas arrivés à asseoir la dimension d'intérêt général du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes par les procédures préalables dans le cadre d'un débat dans le cadre institutionnel, que ce soit l'enquête publique, les compensations, le débat public, etc. Et donc, du coup, c'est ça les dynamiques d'intérêt qui sont à l'œuvre. C'est d'un côté la contestation de la dimension d'intérêt général par la ZAD, par la pratique de la ZAD et par les militants de la ZAD, et de l'autre, le combat de l'État pour asseoir son autorité et sa légitimité, quand bien même, elle est contestée de base par la simple installation d'une ZAD et par aussi sa manière d'appréhender cette contestation-là, c'est-à-dire par le recours à la force publique et sa réaction quand il voit que l'opération César, ça a fait un tollé médiatique, et derrière, on retourne vers des cadres plus... L'opération César, c'est au moment où ils envoient tous les... Ouais, c'est ça, en 2012. Et derrière, face au tollé médiatique et politique, le retour à un cadre plus institutionnel de l'appréhension de la contestation, notamment via les procédures qu'on a vues, la commission du dialogue instaurée par Jean-Marc Ayrault, avec le référendum, etc. quoi. Super. Ok. Et peut-être du coup, pour finir, est-ce que Tony, on pose la question sur la fin là, parce qu'il y a quand même quelque chose qui se joue. Ouais, je suis carrément d'accord, en précisant qu'on essaie de répondre en 5 minutes. Ouais, on va essayer de finir à 16h30, donc il nous reste 5 minutes. Mais ce qui nous intéressait avec Tony aussi, c'était de se dire, voilà, la fin. Et donc au final, le gouvernement, face à cette présidence, va abandonner le projet de la mise en place d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes.
Et alors, dans ce cadre-là, les zadistes qui sont sur le territoire, qui défendaient avant quelque chose qui relevait de l'intérêt général parce que ils étaient en train de défendre ils étaient en train de défendre le fait que la construction d'un aéroport sur le territoire qu'ils occupaient se retrouve à revendiquer aussi le droit de rester pour certains sur place. Et le gouvernement va proposer de céder individuellement des morcellement de propriété privée à ces personnes qui voulaient rester. Ce que les zadistes vont en fait refuser. Alors pourquoi ils refusent cette offre qui pourtant paraît quand même intéressante? Ils ont squatté, on leur file un lopin de terre, c'est quand même pas mal. Qu'est-ce qui se joue là? Mais qu'est-ce qui se joue là plus sérieusement sur ce refus et justement de l'intérêt de ce qu'on disait tout à l'heure entre l'intérêt général et l'intérêt privé peut-être? En fait, le truc, c'était quand on ramène quand on essaie d'insérer la ZAD dans le schéma classique de la désobéissance civile, on se heurte à une complexité qui est de dire que dans les mouvements classiques de désobéissance civile, souvent, par exemple, si on prend par exemple la lutte pour les droits civiques des Noirs américains aux États-Unis dans les années 60, le but de cette lutte, c'était de mettre en lumière, l'injustice de la loi ségrégationniste et de conduire à son abolition, c'est-à-dire à établir une égalité. Si le but de la ZAD le but de la ZAD, il est double en clair. Il est évidemment au départ de conduire à l'abandon du projet, objectif réussi. Mais ils vont plus loin, c'est-à-dire que c'était pour ça que le slogan de la ZAD est important, c'était contre la ZAD et son monde, en clair. Et c'est de dire que la ZAD vise pas seulement à dire on veut pas de l'aéroport, non seulement on veut pas de l'aéroport, mais on veut pas de tout ce que ça implique en gros. On veut pas du monde hyper accéléré, des flux marchands permanents, au détriment de la préservation des écosystèmes, etc. Et au détriment de la préservation d'un mode de vie plus simple. Et le truc, c'est que à la fin, ce qui s'est joué à la fin quand Édouard Philippe dit que à l'issue de l'abandon du projet, les terres seront restituées, mais ne pourront être exploitées qu'individuellement, c'est marquer le refus de l'État d'accéder à cette revendication plus ultime des militants de la ZAD, qui est on vous laissera pas vous organiser comme on veut, c'est-à-dire que on a concédé. On vous a fait cette énorme concession, il faut quand même le dire, d'abandonner le projet. Mais derrière, mollo, on revient à ce que c'était à la normale, c'est-à-dire en gros, au régime classique de l'exploitation de la propriété privée, en gros, ce qui était le cas au départ avant l'établissement de la zone d'aménagement différé. Et c'est là où ça devient compliqué pour les militants de la ZAD, c'est de dire que ce deuxième combat, il était pas facilement entendable pour le reste de la société, dans la mesure où abandonner l'aéroport, ça, les gens ont quand même, l'opinion publique en a compris les enjeux. Exploiter les terres de la ZAD laissées abandonnées sans aéroport, du coup, les exploiter de manière, vas-y, on va le dire, de manière communiste. Là, les gens, tu vois, genre pour les gens, c'était plus difficile à comprendre. Et alors pour l'État, je t'en parle même pas. Donc c'était ça qui était à l'œuvre postérieurement à l'abandon du projet. En gros, c'était de dire que l'État, paradoxalement, abandonne son projet d'intérêt général pour regarantir et revenir à la garantie de la propriété privée et individuelle des terres de la ZAD, qui est la conception initiale de l'intérêt général, donc on pourrait dire, parce que la propriété, c'est un droit fondamental, et la préservation d'un droit fondamental fait partie de la préservation de l'ordre public, et ainsi de suite, on préserve l'ordre public en vertu de l'intérêt général, justement. Ok, la boucle est bouclée, pas mal. Ouais. Très belle fin de citation. Nous, ça va nous permettre, sauf si Tony, tu avais d'autres choses à dire, mais je pense que ça va nous permettre de conclure.
de conclure cette émission. Pour les informations, et cette fois j'y pense Tony, pour les informations les plus importantes, sachez que nous prenons des vacances nous aussi, comme j'espère tout le monde qui nous regarde, et que donc il n'y aura pas d'émission ni le week-end prochain, ni le week-end juste après le Nouvel An, parce qu'il faudra qu'on se remette de notre Nouvel An. Et donc la prochaine émission est, si je ne m'abuse, le dimanche 10 janvier à 15h, donc même horaire. On n'a pour l'instant pas tout à fait conclu quel sujet serait abordé, mais évidemment, on vous communiquera ça sur les réseaux. Vous savez à quel point on est actif sur les réseaux, pas du tout. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup pour cette émission. Merci à toi, Toby, d'avoir répondu à toutes ces questions et de nous avoir éclairé Merci beaucoup. sur le sujet du droit. Un plaisir. C'est pas forcément très facile d'en parler. Alors pour moi, j'ai galéré un peu à en parler, j'avoue que je me rends compte que je maîtrise pas très bien le droit du tout. Mais alors attention, juste si je pouvais ajouter un petit mot de la fin, ça c'est faux. Tout le monde peut parler de Oui, droit, parce que c'est juste parler de droit, c'est parler de quelle société on veut. Et si à un moment il y a un juriste qui vous prend de haut en disant t'y connais rien, dites-lui de fermer sa gueule, quoi. Vous avez une opinion politique, vous savez quelle société vous voulez, vous êtes et pour cette société-là, il faut un droit qui la garantisse. Donc n'hésitez pas à répondre aux juristes et aux avocats éventuellement qui vous diraient ferme ta gueule et t'y connais rien, quoi. Ok. Ah oui. Petite question du chat. Ah oui. Je pense que c'est Robin Selicates. Alors, celui qui n'excluait pas l'utilisation de la violence dans la désobéissance civile. Alors, du coup, je vais peut-être te conseiller, alors pas forcément Robin Selicates, mais je vais peut-être te conseiller un livre. Attends, il faut que je retrouve le nom de l'auteur qui dit ça. C'est de cet auteur que Robin Selicates s'inspire. C'est un livre d'un auteur qui s'appelle Raoul je sais pas quoi, qui explique en quoi la non-violence. Attends, mais je vais te le trouver. Tranquille, on peut dépasser un peu. En quoi la non-violence est un partenaire de l'État, en gros. En quoi la non-violence sert l'État. Comment la non-violence protège... je vais te le dire. Comment la non-violence protège l'État. Et ça, c'est un livre de Peter... pas Raoul, Peter Gelderloos. Gelderloos. Et dans ce livre, c'est de ce livre que Robin Selicates s'inspire. Et c'est un livre très intéressant justement pour remettre en question le paradigme de la non-violence comme sommité de l'action sociale et de la contestation sociale, en gros. J'encourage pas forcément à la violence. J'essaye simplement, tu vois, ici, de dire que d'expliquer pourquoi ériger la non-violence comme impératif moral catégorique est parfois imprudent ou alors une position trop tranchée, quoi. Donc, ok. Si tu veux noter dans le chat. J'ai mis le chat, ouais. C'est bon. J'ai mis la rêve du livre, t'inquiète, c'est réglé. Bon, et bien, trop bien. En plus, des petites rêves comme ça glissées en fin d'émission. Du coup, merci encore, Toby. Et merci aussi à toi, Tony, d'avoir fait toutes ces émissions et d'avoir posé des questions si éclairantes. Merci aussi à Thierry pour cette magnifique comment on appelle ça, magnifique technique. Et puis ce quiz, toujours plus loin, la pub. Pas de soucis, j'attends mon cachet d'intermittent à la fin du spectacle. Le cachet d'intermittent qui est demandé par Thierry, évidemment. Tu m'as donné envie de passer mon code, en tout cas. Voilà. Bon. Susciteur de passion, Thierry. Voilà, très bien. On se quitte sur une vidéo qui est enfin la prise de position, notamment de l'émission vis-à-vis du documentaire Hold Up. On a une prise de position assez claire. On vous passe une vidéo en fin d'émission, comme d'habitude. On vous mettra aussi le lien de la vidéo à côté si vous voulez aller la voir plus longuement. Bon dimanche à tous. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. À plus tard, au 10 janvier. Je voudrais revenir sur un mot, c'est la fameuse théorie du complot, là. C'est un complotiste
Qui est un complotiste? S'il y a un an, on se parle ensemble, je dis, tu sais Déborah, tu sais ce qui va se passer pour nous? On va être obligé de se signer un papier pour sortir de chez soi. Eh bien, on va t'infliger une torture telle que tous les petits commerçants, tous les bars, toutes les brasseries vont mourir de faim. Tu vas dire, mais t'es un complotiste? Complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé, hein? Sur le bûcher, complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé, ouais, sur le bûcher. Il ne faut pas porter de masque, c'est dangereux, dangereux. 3 semaines après, il faut porter un masque, c'est obligatoire. Quand un homme politique vient te dire que le conseil scientifique a décidé que c'est pas rien, c'est pas 3 personnes, c'est une majorité de gens qui décident. Jean-Marie. Complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé, hein? Sur le bûcher, complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé, Jean-Marie. ouais, sur le bûcher, les décideurs, c'est pas les décideurs. Il y en a 2 sur 100 millions, mais c'est eux qui décident. Donc je te parle des décideurs. Ils obéissent à des contraintes. Ces gens-là sont aux ordres. Ils sont aux ordres du pognon. Jean-Marie. Oui. Vous avez une rage incroyable. Ouais, je suis enragé, on nous prend pour des cons. Complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé, hein? Sur le bûcher, complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé, Jean-Marie. ouais, sur le bûcher. Complotiste, hein?